Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Emmanuel Macron, au nom de la France, va-t-il reconnaître la guerre de l'indépendance du Cameroun? Dans quelques heures, Emmanuel Macron aura rendez-vous avec l'histoire. Pour sa première visite officielle au Cameroun, il sera confronté au contentieux historique, contentieux issu d'une guerre coloniale, puis néocoloniale, que la France a menée au Cameroun, et qu'elle a toujours nié, depuis 60 ans. Sera-t-il le premier président français à reconnaître officiellement cette véritable guerre? Quelles sont les véritables raisons de la visite de Macron au Cameroun? Suivons maintenant le décryptage de toutes ces problématiques, par les analystes qui sont sur le plateau de DBS, la télévision panafricaine. Suivons. Une visite assez polémique, la visite du président Emmanuel Macron. 7 ans, il aura fallu attendre 7 ans avant qu'un autre président français ne s'invite en terre camerounaise. Et celle-ci est des plus déterminantes compte tenu du contexte géopolitique et social dans lequel évolue non seulement le Cameroun mais également la France en décrépitude, si ce n'est en perte de vitesse sur le continent africain. Emmanuel Macron donc, après un quinquennat passé à bouder le Cameroun avec des sorties plus que polémiques sur la gestion des affaires internes d'un pays souverain, s'invite ou plutôt se fait inviter selon les usages de la cour par le président Paul Biya en exercice et qui brigue un autre mandat qui finira dans quelques années. Alors aujourd'hui on se pose la question, une question déterminante. Que vient faire le président Emmanuel Macron au Cameroun? Pour en parler, un panel choisi parmi les meilleurs, les voix autorisées, des noms qui comptent justement, qui ont l'art et la manière, la méthode et tout ce qui tourne autour. Elle, c'est certainement la primus inter pares. On dira ainsi de cette femme qui, aux premières heures de la lutte, a été elle aussi aux côtés de ces illustres qui ont défendu corps et âme et surtout et souvent au prix même de leur vie, même si elle est encore là, la cause camerounaise. Écrivaine, journaliste, femme politique et engagée, elle n'est plus en quête d'un visa, mais surtout d'une reconnaissance. Henriette Écoute, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour, monsieur Rim. Merci de m'avoir invité. Je connais bien cette maison où j'ai fait quelques matinales et c'est un plaisir de revenir aujourd'hui. L'honneur en est plus grand pour nous et pour vous à la maison certainement. Lui également, il a été aux côtés, c'est la Dream Team qui est carrément réformée, une Dream Team de résistants, passion parfaite d'homme, lui également aux premières heures de la résistance au Cameroun et qui est resté très actif justement dans ce combat pour la reconnaissance d'un pays fort et fier. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour cette invitation, jeune prince Rim. Vous savez, la principauté bamoise peut être fière d'avoir un si beau joyau comme vous l'êtes et vous l'exprimez au quotidien à travers ce formidable plateau. Merci infiniment à Maman Henriette Écoute. C'est l'icône du panafricanisme qui accepte en ce jour assez spécial de partager cet excellent plateau avec nous. Je lui dis merci. Et merci à celui que vous avez tout à l'heure présenté, parce que vous savez, c'est un homme des palabres. Je n'ose pas le présenter à votre place. Je vous remercie. Alors, lui, pour former ce triumvirat qui sera complété par un autre, c'est celui qui a renié ses origines occidentales de par un prénom qui ne le définit pas et ne le reconnecte pas à ses racines africaines. D'ailleurs, aujourd'hui, il emporte l'attribut dont l'apparat, tout comme dans l'être, il est fondamentalement traditionnaliste. Il est également ingénieur. Il faut croire que cette autre casquette, il ne l'aborde pas beaucoup, mais ça n'enlève rien à la superbe de son génie, de ses analyses. Simon Day est de notre aujourd'hui. Bonjour et bienvenue. Monsieur Rim, c'est avec un très très grand plaisir, avec beaucoup d'émotion que je suis à côté de Écoute Henriette et de mon frère Kamal Parfenom, parce qu'on a mené des batailles épiques, terribles. Et je peux vous dire qu'on est même dans le quartier où j'étais président de la section de l'UPC pendant des décennies. Membre fondateur d'Ocalip, Cap Liberté. Je ne pourrais pas vous parler de l'UPC parce que l'UPC c'est le parti de mes, je ne sais pas comment qualifier. Vraiment, de mes racines. Je suis très très heureux de me retrouver avec les gens avec qui on a mené une bataille épique pour libérer ce pays. Beaucoup les gens ne le reconnaîtront pas, mais je peux vous dire que les deux personnes que vous présentez, les gens ne peuvent pas imaginer ce qu'on a subi dans ce pays. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Dieu seul est juge. Je voudrais dire merci à tous ceux qui nous regardent. Merci à DBS TV et à toi particulièrement, Rim, parce que au fur et à mesure, tu t'es fait découvrir comme
un excellent journaliste parmi tant d'autres. Mais je dis encore une fois, bravo, mon fils, bravo, bravo, bravo. Je ne sais pas comment te qualifier, mais encore une fois, c'est Dieu qui récompense ses enfants. Être adoubé par ses pairs, y a-t-il meilleure reconnaissance et plus grande motivation? Mesdames et messieurs, vous regardez DBS. En juillet 2022, des antres du cabinet civil, un document portant invitation du président Emmanuel Macron a filtré, une invitation qui vient peut-être faire taire tous les soubresauts et supputations qui annonçait déjà quelques semaines auparavant l'arrivée du président Emmanuel Macron. Le document sera certainement présenté devant vous tout à l'heure, un document dont on va faire large évocation aujourd'hui, un document qui annonce une visite, on le disait en introduction, une visite polémique. Alors, en substance, le président camerounais invite le président Emmanuel Macron en terre camerounaise. Je commence par vous. Henriette Ekoué, est-ce la volonté du peuple que cette invitation du président français au Cameroun? Bon, invitation du peuple, je ne pense pas. Mais la France est en difficulté. La France est en difficulté et la mèche du panafricanisme qui a été allumée au Cameroun a pris feu dans tout le continent et aujourd'hui la France s'inquiète pour ses intérêts. Nous sommes la locomotive en termes de puissance économique de la CEMAC et nous venons de signer des accords militaires. Après la RCA, il y a de quoi s'inquiéter. Ensuite, le président de la République française parle de son homologue comme de n'importe qui, Calibro arrive, oui, je lui ai parlé, je lui ai dit que oui, je ne sais pas, j'ai fait pression. L'autre arrive, oui, je lui ai parlé. C'est quoi? C'est notre président, on peut penser qu'il n'est pas le bon, mais il faut respecter notre pays et notre peuple. Donc voilà la deuxième raison, mais pour nous, les panafricanistes, il y a beaucoup de choses qui sont en jeu. Parce qu'on a eu l'occasion d'être interrogé par les médias du Quai d'Orsay, c'est-à-dire RFI et France 24. Et la grosse préoccupation, le sentiment anti-français. J'ai dit à la journaliste de RFI que le sentiment anti-français ne tombe pas du ciel. La France a fait des choses horribles, notamment au Cameroun. Les Français ont versé leur sang pour libérer la France du nazisme. Ils sont encore allés verser leur sang en Indochine, dans une guerre coloniale. Les Africains. Et pour terminer, ils viennent, ils nous massacrent. Et j'ai dit que tous nos Mandela ont été exécutés jusqu'au dernier, c'est-à-dire Ernest Ouandié, sur instruction de Pompidou. Donc nous avons toutes les raisons de demander des comptes à la France, même si ce n'est pas la famille politique des gens qui ont libéré ce continent qui est arrivé au pouvoir. Mais aujourd'hui, même le pouvoir français camerounais se rend compte qu'avec la France, rien n'est possible. Autre chose pour terminer, nous avons réussi l'exploit au Cameroun d'avoir plusieurs fronts de guerre. Il y a le Nozo, il y a le Nord, et on n'a pas fait appel à la France. Et ça doit inquiéter la France parce que nous avons une armée professionnelle qui a pu, avec des dégâts peut-être, mais a pu contenir la vague de Boko Haram qui voulait faire un califat au nord. Donc toutes ces choses font que la France se demande ce que l'Afrique veut faire. N'oublions pas qu'on a donné la réparation de cette infamie de Sonara, où les Français sont partenaires et ils nous interdisent, ils nous font une raffinerie qui ne raffine pas notre pétrole. Il faut aller acheter du pétrole ailleurs pour venir le raffiner au Cameroun. C'est autant de choses qui marquent que le peuple camerounais, comme tous les peuples africains, qui sont victimes de la France-Afrique et du néocolonialisme brutal
aujourd'hui vomissent la France. La France donc inquiète, mais qui tout de même, représentée par son exécutif suprême, sera en terre camerounaise. À cette occasion, le maire de la commune de Yaoundé, dans une note, invite les populations à sortir massivement pour accueillir le président français. Simon D, je vous pose la question. Hospitalité légendaire du Cameroun ou syndrome de Stockholm? Moi, je suis même surpris. C'est quoi cette histoire où un Camerounais, s'il est un peu conscient, peut demander au Cameroun de descendre dans la rue pour recevoir un monsieur qu'on appelle Macron? Est-ce que quand nos chefs d'État vont en France, il y a de la masse dans la rue, on sait même qu'il y a quelqu'un qui est arrivé? On parle de quoi? Moi, j'ai l'impression qu'on a, on a encore le complexe du colonisé. Un maire qui est élu par le peuple, qui fonctionne en fonction de l'argent du peuple, demande à ce peuple d'aller se mettre sur le sol, sur la pluie, pour recevoir quelqu'un qui a tué leurs ancêtres. De quoi on parle? Et en plus, j'entends tout le temps parler de le sentiment anti-français. Monsieur, si tu n'es pas content de ce que tu récoltes, change de sémence. C'est pas compliqué. Tu peux planter les choux pour penser récolter les brocolis. C'est pas possible. On parle de quoi? Et je voudrais dire au peuple camerounais et au peuple africain entier, la malédiction, c'est d'avoir rencontré la France sur son chemin, les 15 pays. C'est la pire des malédictions qu'on a pu avoir. Et je me réjouis aujourd'hui d'être avec des gens qui ont implémenté la lutte au Cameroun depuis des lustres et qui ont sacrifié leur vie. Vous ne pouvez pas imaginer, nous qui sommes sur le plateau, vous parlez d'ingénieurs et tout ça, ça ne me sert à rien. Ingénieur de quoi? Ingénieur de quoi? Si je peux avoir fait des études pour laisser mon peuple dans la merde totale parce qu'à cause d'un titre, ingénieur de quoi? Je préfère sacrifier ma vie pour libérer l'Afrique. Pas pour me faire plaisir. J'en ai rien à cirer, j'en ai rien à foutre. Je dis encore, je suis très heureux de me retrouver sur ce plateau avec des gens qui ont sacrifié leur vie pour la lutte du Cameroun et de l'Afrique. Et je dis encore une fois, il faut qu'on sache une chose. L'Afrique est en train de se construire. Aujourd'hui, on a un collectif panafricaniste. On y reviendra. Oui, non, je voudrais faire un passage pour arriver à ce qu'on est en train de dire. C'est dire que on a un rôle important à jouer dans toute l'Afrique aujourd'hui. Et comme a dit la camarade Ekwe, c'est au Cameroun qu'on a implémenté la lutte de la libération de l'Afrique. Et on a implémenté un collectif qui doit libérer l'Afrique. Et j'attire l'attention de tous ces fonctionnaires, j'ai bien fonctionnaires, parce qu'ils oublient la plupart du temps que c'est nous, citoyens, qui les payons. Ils n'ont pas un cacaoyer où ils récoltent le cacao, vendent et se font payer. Ils doivent nous respecter. Nous respecter, ce n'est pas nous dire d'aller dans la rue pendant qu'ils sont dans leur bureau à signer, à voler de l'argent, à faire n'importe quoi et nous envoyer dans la rue pour soutenir un voyou qu'on appelle Macron. C'est vrai. Ça m'engage, monsieur. Je sais. C'est moi qui le dis. Nous sommes tout aussi capables d'émotions que des raisons. Oui. D'ailleurs, c'est bien. Merci. Vous permettez que je... Bien sûr, allez-y. C'est vrai que je ne vais pas tomber, mais je vais chuter quand même. Donc, je voudrais vous rassurer qu'il faudrait qu'on sache que nous, on parle. Il n'y a aucun mort quand on parle. Mais eux, ils prennent des bazookas, ils tuent des milliers de personnes. Dites-moi combien de morts on a eu depuis que nous on parle. Mais eux, ce sont des milliers de morts. À travers le Boko Haram, la rébellion et tout ce qu'ils fabriquent pour détruire l'Afrique. Il faut qu'on mette un terme à cette histoire, monsieur. Et je suis amplement d'accord. Tous ceux sur ce panel ont goûté à la suie, à la sueur, si ce n'est au sang de la résistance. Donc on peut vous comprendre. Il y a une autre manière de faire. Docteur, vous êtes également, docteur Etoke et Richard, vous êtes avec nous. Merci d'être de ce panel aujourd'hui. Emmanuel Macron a annoncé au Cameroun, il sera le bienvenu selon vous? Est-il le bienvenu? C'est mieux posé ainsi. Non. Bonjour d'abord, chers téléspectateurs. Bonjour camarades. En réalité, ça dépend de qui le reçoit. Justement, qui le reçoit? Le président ou le qui le reçoit? Bon. Officiellement, c'est une invitation du président de la République. Mais quand il vient, il est un symbole de la France. Bien sûr. La France colonisatrice et néocolonisatrice. Je peux revenir sur tout ce que les camarades ont dit. Parce que, au-delà de ça, nous avons un rôle didactique. Bien sûr. Il faut amener les populations à comprendre. Parce que là, c'est les gens, les camarades, nous on a été sur la lutte, on a affronté, on a mis depuis des dizaines d'années, on mène une réflexion sur nos rapports à la France, l'histoire et tout, connaissant. Mais il y a une majorité camerounaise relativement jeune qui ne savent pas pourquoi nous pouvons nous opposer à la France. Ils ne comprennent pas.
tout à l'heure, ils ont posé la question. Il y a un problème fondamental, qui est un problème d'aliénation ici chez nous. Vous allez entendre une phrase que les gens disent, très souvent, les gens disent, oh, il est comme un blanc. C'est une phrase qui résume tout. Donc, quand mes camarades rappellent l'histoire, moi maintenant, je vais plus insister sur l'enseignement, faire comprendre aux gens ce qui se passe. Je vais être caricatural. Les accords néocoloniaux, je prends un exemple, font que si la Chine nous prête 1 milliard de francs, la Chine prête au Ghana 1 milliard de francs, le Ghana reçoit dans son compte directement 1 milliard de francs. Nous, notre milliard de francs passe par la France. Elle retient 50%, elle prend déjà 500 millions. Et ensuite, elle vous dit, on a traité le dossier, il y a eu X, Y, machin, finalement nous avons 400 millions. Voilà, de manière caricaturale, pour que les jeunes comprennent pourquoi nous nous opposons à un truc comme le franc CFA, en fait, aux accords néocoloniaux. Bien sûr. Donc ça veut dire que voilà, donc on nous prête 1 milliard, et finalement nous n'avons que 400 millions. Mais il faut que nous remboursions 1 milliard avec les intérêts. Donc je caricature, je vous montre un peu les choses. Quand nous vendons à l'extérieur, notre argent, c'est la France qui le récupère. Elle vous dit, je vous remets juste la moitié. Vous avez des enfants, c'est moi, il faut que je garde l'autre par sécurité. Vous comprenez? Donc, toute notre vie, nous nous récoltons à peine la moitié de notre travail. Raisonnablement, comment est-ce qu'on peut être d'accord avec une situation comme celle-là? Je continue comme ça que celle-là. Ça veut dire qu'à un moment, oui, il peut être bienvenu parce que l'Afrique a une tradition hospitalière. Et j'en profite pour dire, en fait, il y a une différence entre les politiques français et le peuple français qui est autre chose. Sur le plan humain, nous n'avons rien à faire avec on n'a rien contre un Français qui est en face de nous. Mais nous parlons de la politique de la France et des politiciens qui héritent de cela et qui continuent dans cette logique. Nous attaquons. Donc, il faut que nous fassions comprendre à ces gens. Macron ne peut pas être le bienvenu pour ceux qui ont compris et qui savent dans quoi ils s'engagent. Et même pour la suite. L'idée, c'est que Macron doit comprendre, la France politique doit comprendre qu'elle a deux alternatives. Donc, les accords néocoloniaux, les laisser tomber. Ça se fait avec nous pour que les choses reprennent leur ordre normal. Ou alors, ce sentiment anti-français qui a toujours existé, qui va grandissant, va atteindre un stade où ce sera une rupture. Comment est-ce que je vais dire ça? Brutale. Une rupture brutale, avec toutes les conséquences que cela aura. Et c'est pour ça que nous, on va passer le temps maintenant. Et là, j'invite tous les jeunes qui s'occupent de la politique, de s'intéresser à la politique, de se rapprocher de tous les partis qui luttent pour la libération. À cet endroit, on va les éduquer pour leur montrer véritablement les enjeux de chaque chose. Parce que, qu'est-ce qu'on parle, mais eux, ils comprennent peut-être, mais tiens, ces gars qui tombent, qu'est-ce qu'ils nous racontent? Il faut qu'ils se rapprochent des partis. On va leur expliquer, les éduquer, leur montrer en réalité les grands enjeux. C'est une graine que nous semons. Parce qu'il faut que dans les années qui viennent, que ce truc-là cesse. En fait, il y a plein de structures. Moi, je donne un exemple. Moi, par exemple, un exemple patent. Je fais chirurgie plastique. Je suis diplômé de l'Université de Paris 5 en France. Quand j'ai fini, pendant que j'ai ma formation comme des Français, j'ai travaillé avec eux, j'ai commandé, j'ai enseigné les Français. À la fin, j'ai un diplôme, il me dit, ok, tu n'es pas français. C'est une chose que j'ai jamais recherché. J'étais en français, mais moi, je m'intéressais. Il me dit, tu n'es pas français, mais bon, ton diplôme, tu n'es pas français, mais il me trouve, on peut quand même te recruter. Donc, il faut signer un contrat quelque part. À l'époque, j'étais à Paris, je vais à Rennes, au CHU de Rennes, il faut signer un contrat. Et je réalise que il n'y a même pas la moitié du salaire que gagne un Français qui a la même formation que moi. Mais en fait, il me montre, dans cela, ça a des aspects. L'aspect, c'est juste, il me donne l'impression d'être gentil avec moi, de m'aimer, de m'adorer. Bon, moi, en tant que. Et c'est ça, l'aliénation, là où l'aliénation commence. Tu peux te sentir comme le nègre de la maison, te sentir un peu différent des autres, te désolidariser des autres. Et c'est leur stratégie. Du matin, tant qu'à faire, je peux faire rentrer chez moi. Nous, il y a gagné, travailler pour les miens. Et c'est tout ça, beaucoup reste. Beaucoup reste. Il dit non, tu rentres en Afrique. Je travaille pour les miens. On ne peut pas me travailler alors que je travaille aussi bien que les autres. On m'a déjà exploité pendant toutes les années que je faisais ma spécialisation. Et là, maintenant, à la fin, on veut continuer l'exploitation sur une autre forme, on donne l'impression que, comme on fait du bien. C'est le scénario, comme on parlait tout à l'heure. L'aliénation fait qu'à un moment, ton bourreau, tu l'exaltes, tu le portes au nu. Et tout à l'heure, vous parliez de l'invitation du maire de France.
du maire de Yaoundé. Yaoundé. Le maire de Yaoundé. Ça, c'est typiquement le nègre de maison. Aliéné, qui s'est distingué, qui a une course solitaire. Il pense qu'il est excellent par rapport, qu'il est différent du nègre de l'autre. Alors qu'il est un instrument entre les mains du bourreau. Donc, je vais beaucoup insister sur l'aliénation. La seule fois, dès que vous entendez quelqu'un ici au Cameroun ou en Afrique, dit « Oh, il est comme un blanc ». Ce gars est comme un blanc. En réalité, c'est typique de l'aliénation. Parce que le blanc, c'est un être humain comme vous et moi, qui a les mêmes forces que nous, les mêmes faiblesses que nous, les mêmes passions. Et les noirs intelligents, les blancs intelligents, comme les noirs intelligents, et les blancs idiots, comme les noirs idiots. Les blancs aiment comme l'Africain aime. C'est ça. Donc, quand l'Africain ne va pas, et ça commence par là. Et c'est pourquoi ils disent que non, on peut dire parce qu'ils sont meilleurs. Meilleurs en quoi? Par rapport à qui? Donc, c'est notre processus d'éducation qu'on a fait. Bref, pour revenir à la question, Macron peut être le bienvenu. Et il ne sera pas tant que, comme a dit camarade Ekoué, cette vague, elle ira grandissante de contestation. Elle ira grandissante et ça n'arrêtera pas. Nous ne nous arrêterons pas, on continuera de parler, de marteler partout. On dit la France, c'est bon. Il faut que les choses cessent. Merci pour cette première prise de parole. Vous regardez DBS Télévision, aujourd'hui au cœur de notre débat de cette édition spéciale, la visite prochaine, dans quelques heures seulement, du président Emmanuel Macron en terre camerounaise. Que cache-t-elle cette visite? 7 ans, il aura fallu attendre tout ce temps pour qu'un autre président français daigne à s'inviter au Cameroun. Et pour le président Macron, il aura fallu attendre un second quinquennat malmené en France, car il faut le rappeler, il n'a pas obtenu la majorité absolue comme ce fut le cas au premier quinquennat. Toutes ces implications nous permettent ou alors nous poussent à nous poser la question, pourquoi le Cameroun et pourquoi maintenant? Mais d'abord le Cameroun, parce que le Cameroun est un pays très important. Je pense que tout à l'heure, la grande dame Arrête que vous a donné la place du Cameroun, ne serait-ce que dans la zone CEMAC, en Afrique centrale. Donc le Cameroun est un pays leader parmi les principaux pays dits francophones dans le monde. Donc on ne peut pas nier ce poids du Cameroun dans ce qui peut être encore considéré comme l'escarcelle française dans le monde. Mais maintenant, il y a quand même des rapports entre, je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit, on va revenir peut-être sur le plan historique, sur le poids du Cameroun, sur la participation du Cameroun pour aider à la libération de la France. La France libre, en réalité, elle est née au Cameroun. Elle est née ici dans cette ville de Douala. Nous avons le temps de revenir largement là-dessus. Il y a cela 3 ans, nous avons tenu ici, sur votre plateau, n'est-ce pas, un moment pour célébrer ce 27 août 1940, qui est le déclencheur de cette France libre. Et nous sommes souvent amusés quand nous écoutons certains politiques français ne pas reconnaître le poids j'allais dire le sang versé des Camerounais et des Africains qui ont permis à cette France-là de pouvoir tutoyer les pays qui ont été les grands vainqueurs de cette guerre. Ils sont là où ils sont aujourd'hui grâce au sang versé, aux rivières de sang de nos prédécesseurs. C'est ça la vérité. Et c'est ça qui fait partie de ce que nous appelons vulgairement le contentieux historique. Alors, pourquoi Macron vient maintenant, après avoir bouté le Cameroun pendant très longtemps, après avoir tourné pratiquement à ridicule le chef d'État? C'est sorti désobligeante. Hein. Et nous le disons, nous pouvons ne pas être d'accord quant à la manière dont notre pays est géré. J'aime le dire sur ce plateau, je suis opposant à ce système depuis plus de 30 ans. Mais, chaque fois que notre chef d'État sera ridiculisé par un pays tiers, ou peut être tranquille, nous ferons bloc derrière notre pays, parce que cette humiliation-là n'est pas seulement une humiliation en direction de l'individu, mais c'est tout le peuple camerounais qui va se sentir humilié. Exactement. Alors, le monde change, chérie. Le monde change, et le monde impose aujourd'hui que les gens ont pris la décision hier, ils sont obligés de manger leur chapeau aujourd'hui pour pouvoir avancer, pour pouvoir trouver des solutions au blocage qu'ils ont créé eux-mêmes. La guerre qui se passe aujourd'hui, qu'on appelle l'opération militaire spéciale au niveau de l'Ukraine, entre la Russie et l'Ukraine, où tout l'Occident, avec le Bikatika, qu'on appelle les États-Unis, ont décidé de lancer une série de sanctions contre la Russie, avec pour conséquence un effet boomerang. Effet boomerang sur le plan de l'approvisionnement en énergie, que ce soit le gaz, que ce soit le pétrole, ces énergies fossiles, effet boomerang du point de vue même de certaines programmations
On a parlé aussi d'un monde qu'on veut un peu plus vert, un monde qu'on veut un peu débarrasser de ce poids, n'est-ce pas, en termes de charge carbone, c'est ce qu'on appelait le COP 21, COP 100, COP 1000. Mais on se rend compte aujourd'hui qu'avec cette décision d'appliquer ces sanctions à la fois injustifiées et complètement contre-productives pour certains États européens, je parle le cas de l'Allemagne, ils sont obligés aujourd'hui de manger le chapeau et d'aller de nouveau à la conquête de nouveaux espaces qui peuvent leur permettre de résoudre l'équation provoquée par ces sanctions. Et la meilleure illustration, à mon sens, c'est cette main tendue de M. Biden, le président américain, à MBS, Mohamed Ben Salman. Vous n'oubliez pas. De Paris il y a 4 ans. Vous n'oubliez pas qu'avec l'affaire Khashoggi, ce journaliste d'origine Jamal Khashoggi, saoudienne, qui a été brutalement, de manière barbare, exécuté dans les locaux de l'ambassade de l'Arabie Saoudite en Turquie, Biden, dans son discours électoral, avait dit il ne tendrait jamais sa main à Mohamed Ben Salman parce que celui-là a les mains complètement couvertes de sang. Et qu'est-ce qu'on a vu dernièrement? Salut. Biden, pas Benedan, le président Biden, c'est même mettre des fonds, s'est rendu en Arabie Saoudite, suppliant pratiquement à genoux et a été obligé de pouffer son chapeau et de serrer la main à Mohamed Ben Salman. Vous voyez, cette main pleine de sang. Nous sommes dans les mêmes dynamiques avec la venue de Macron au Cameroun. Mieux. Le G7 a décidé de voter un budget, soi-disant, pour contrer d'influence ukrainienne et chinoise sur notre continent. Chinoise et russe. Chinoise et russe. 600 milliards de dollars. Pour contrer l'influence chinoise et russe sur le continent africain. Et ce qu'ils ont fait avec le FMI, qui nous a mis à genoux. On ne peut pas. On va revenir avec les plans d'ajustement structurel. N'est-ce pas? Comment cet argent va être utilisé? Donc on vient donc essayer de baratiner, on a le temps en disant, il y a du cash flow qui arrive, on espère qu'il faut mettre la pédale douce. Vos accords militaires, tout à l'heure, Maman Arrête-Quoi en a parlé, avec la Russie, on pense que ce n'est pas le moment, parce que les gros capitaux vont arriver, qui vont vous aider à faire décoller vos économies. La question qu'on peut valablement se poser, pour le Camerounais que je suis et pour tous les Africains, c'est de savoir, mais pendant toutes ces centaines d'années que la France a pignon sur notre continent, en Afrique, quels sont les dividendes de cette présence française, de cette collaboration avec la France? Cette histoire qu'on nous raconte, on dit des liens séculaires. Zéro développement. C'est quoi? Les dividendes, c'est quoi de cette présence? C'est zéro développement. C'est le refus de la démocratie même, parce que c'est... Je vous rappelle qu'il y a des élections au Cameroun. Les instances compétentes pour déclarer qui a gagné ne se sont pas encore prononcées. M. Chirac, Doulé, ils font un communiqué pour féliciter le président Biya. Donc quand on dit qu'il a mis l'homme au pouvoir, n'oublions pas que c'est fait avec la complicité de ces gens qui veulent faire les leçons de morale. C'est pour ça que je suis souvent amusé de voir des compatriotes africains en général et camerounais en particulier aller danser la danse du ventre à Paris. Je dis, mais vous ne comprenez pas que ces gens-là, comme le disait tout à l'heure Dr Etoka, vous ne représentez rien. Vous ne représentez quelque chose que dans le sens où ils peuvent vous servir, vous pouvez les aider à se servir de vous comme marche de manœuvre pour atteindre des objectifs qui sont les leurs. Ils s'en foutent exactement de ce que nous voulons devenir ou pas. Et nous l'avons vu aussi. Ces images de condescendance, ces crachats vis-à-vis de nos peuples, de nos pays. Le président Biya en a subi. Je vous rappelle que le président Biya a failli être agressé physiquement dans un hôtel. En France. Imaginons une réciproque pareille. On laisserait passer par fin d'homme, fils à Macron. Je crois que c'est les bombes qui tomberaient. Ce serait un casus belli. J'ai écouté encore récemment l'ambassadeur de France au Burkina Faso parler au Burkinabé dans un ton, vous ne pouvez pas imaginer. Ah bon? Traiter les panafricains d'idiots. Wow. Mais oui. Il est où on le mange. Pour ces gens-là, voilà le type de rapport. C'est-à-dire que pour eux, il n'est pas un ambassadeur, mais en réalité, il est le proconsul de la France au Burkina. Et c'est par lui que toutes les décisions doivent passer. Ce sont ce type de rapport. Ce sont ces rapports-là. Vous comprenez? Et je vous dis parce que le général à côté de lui a dit, hein? Oui,
je regarde français. Ça dit quoi? Ouais, encore plus grave, maman Ariette. Donc, je ne vais pas monopoliser la parole pour cette prise de parole, mais c'est pour dire quand même que nous disons à la France que non, nous ne sommes pas contre le peuple français. Au contraire, beaucoup de Français progressistes ont aidé à l'éveil de la prise de conscience politique dans notre continent et au Cameroun. Je pense au grand garçon de Naples, par exemple. Je pense à lui. Mais quand je regarde, nous sommes en plein 21e siècle, le type de rapport que ces gens continuent à avoir avec nos élites, c'est ce que nous disons à M. Macron. Vous n'êtes pas les bienvenus chez nous. Vous êtes peut-être, vous avez peut-être été invité par votre homologue, mais tant que vous allez rester sur cette posture, n'est-ce pas, où on nous dicte un aplaventrisme qui n'a plus de sens aujourd'hui, vous serez combattus par les Africains panafricains que nous sommes, parce que nous refusons de continuer à être au niveau des années 50, où quand un dirigeant français arrivait, on réveillait nos mamans à 5 h du matin pour aller faire la haie d'honneur dans les rues, et c'est malheureusement ce que nous avons vu avec ce communiqué du maire de la ville de Yaoundé. Voilà, passion parfaite d'homme, vous l'aurez certainement reconnu. Mesdames et messieurs, vous faites bien de regarder DBS Télévision. Intoxication au napalm, décimation, meurtre à n'en plus finir, la liste des exactions commises par la France en période de lutte est infinie. Mais alors, jamais au grand jamais, tout au contraire même, dans les colonnes de leur tribune, inscrites en lettres rouges, restent comme des terroristes toutes ces personnes qui ont lutté pourtant pour le bien-être du Cameroun. Alors, Henriette Ekoué, dans un document qui est apparu il y a quelques jours, sous le nom de, en fait, un document signé du collectif Mekia Africa, qui signifie le sang des Africains. Alors, l'une des choses demandées à Macron, c'est la repentance et la réparation. Besoin de réparation d'un contentieux historique. Le contentieux historique est très, très important. Parce qu'à l'heure où nous parlons, sur tous les plateaux africains, français, les grands politologues continuent à dire on ne va pas accueillir toute la misère du monde. Ils oublient que la France a été une puissance coloniale et que cette puissance coloniale s'est gavée des richesses de notre continent. Vraiment, s'est gavée au point d'écraser et de tuer tous ceux qui se levaient pour dire qu'il faut que le rapport de force change. Je viens de penser à Thomas Sankara qui avait mon âge, on est même né le même mois, à 2 jours de différence. Qu'est-ce qui se passe pour nous, Africains, que 80 ans après la guerre, que les Français ne reconnaissent même pas que notre sang a été versé pour les sauver? Que quand les Français s'asseyent avec des gens d'extrême droite comme les Zemmour, un autre idiot, je ne sais pas si l'ambassadeur n'a pas pensé que c'est le roi des idiots, où il commence à dire oui, il y en a marre que les gens viennent chez nous. Il a essayé en Angleterre. On lui a dit tu ne vas pas venir tenir ce discours ici chez nous parce que nous, on vit avec toutes les diasporas de l'empire colonial. Nous sommes donc dans une situation aujourd'hui où on est en train de célébrer les 60 ans de la guerre d'Algérie. Et je rappelle que l'indépendance d'Algérie, on n'a pas décimé la direction du FLN. Au contraire, on les a mis dans un avion, on les a amenés dans un château à Evian et ils ont signé les accords. Pendant qu'on ramassait dans la brousse les cadavres de nos Mandela. On célèbre aujourd'hui Mandela. On ne sait pas que la France a été d'une violence absolue. Même le dernier leader de l'UPC, 10 ans après l'indépendance, Pompidou a exigé d'Aïdjo qu'il le fusille. Donc nous avons un contentieux. Alors ce contentieux historique, il y a le contentieux économique. Ces gars se sont assis sur nos matières premières, s'ils sont devenus, et d'ailleurs, non seulement Angela Merkel l'a dit, mais Poutine aussi l'a dit, que si on enlève à la France ce précaré et ses richesses, la France ne serait pas la 5e puissance économique du monde. Jamais. La France ne produit pas grand-chose.
Même le blé qui mange le pain tous les jours, il n'y a pas l'autosuffisance en blé. Voilà donc que nous avons un contentieux économique qui a été amplifié par la mondialisation et le FMI et la Banque mondiale. Quand le G7 maintenant fait demi-tour en disant que non, on va leur donner... Le FMI nous a appauvris, nous a réduits à néant avec les plans d'ajustement structurel. Le tissu économique des pays africains a été complètement déchiré. Et c'était la volonté de Reagan et de ses successeurs et de Madame Thatcher. Donc nous sommes dans un pays où on nous doit beaucoup. Il y a notre contentieux historique. La manière dont on a traité les Noirs dans ces deux luttes de libération, ce n'est même pas comparable. On a respecté les Algériens, les dirigeants, les autres, les nôtres, on les a trouvés en brousse, déchiquetés, livrés aux bêtes sauvages. C'est ça que nous avons vu. Même l'ancien étudiant qui est entré dans le maquis, c'est-à-dire Castor, un grand économiste. Une lumière. On a exigé qu'on coupe sa tête et qu'on la mette sur un pic pour la porter à Yaoundé en 66. Est-ce que Aïdjo n'aurait pas pu dire à Osende, tu es un petit et tu viens t'asseoir ici, tu me fais l'économie? Parce que Osende attaquait le néocolonialisme français. Donc ils nous doivent beaucoup. Ils ne doivent même pas s'asseoir à côté de nous. Je vois comment ils pleurnichent. Non, parce que nous, comme a dit le docteur, nous sommes très attachés à l'amitié du peuple camerounais et du peuple français. Nous avons étudié, on a fait la Révolution française, le mouvement ouvrier européen. C'est lui qui a fait le syndicalisme au Cameroun, qui a accouché de l'Union des populations du Cameroun. Bien sûr. Donc, nous ne sommes pas des bêtes sauvages qui veulent tuer tout le monde, mais je dis qu'on est en droit de leur demander qu'ils se prononcent au moins. Ils se battent tous les jours pour cajoler l'Algérie, pour faire ceci, et nous, on n'existe pas. Le napalm, on a précipité les gens du haut des chutes, vivants. La métier. Qu'est-ce qu'on peut dire? Je suis fatigué, mais on va continuer cette lutte. Justement. À mort. Et vous faites bien, jeune génération, de prendre part à ce qui s'apparente à un cours d'histoire, pour savoir exactement d'où vous venez. Et justement, je vous relance, docteur, je vois que vous languissez de prendre la parole, c'était justement dans le schéma. Alors, Henriette Ekoué vient de faire une exhumation de ce qui a été notre principal, voilà, justement de ce qui est même aujourd'hui notre principal cheval de bataille contre cette France-là. Alors, question aujourd'hui, est-ce des simples jérémiades ou est-ce un véritable devoir de mémoire qu'on demande aujourd'hui? Le devoir de mémoire accompagné d'une action. En réalité, tout à l'heure, elle a dit quelque chose de... Et ça va retourner encore sur l'aliénation. Elle se demande pourquoi les Français respectent l'Algérie. L'Algérien. Pourtant, mais on se rappelle que nous sommes dans le même intervalle. L'Algérie obtiendra de haute lutte son indépendance 2 ans plus tard que le Cameroun, à qui on a littéralement... C'est une très bonne question parce qu'elle nous ramène encore dans la question didactique. Ce qu'il faut savoir que les comportements des individus au centre sont modulés par ce que Jung appelait les archétypes. Mais les archétypes structurent les comportements. Et la base des archétypes, c'est l'idéologie. Et l'idéologie est nourrie de quoi? Elle est nourrie par la perception du rapport de soi à l'immanence. Bon, le rapport de soi à l'immanence, je peux revenir dans la question religieuse. Et c'est là où on voit la différence. Là, maintenant, je m'en prends directement au christianisme. Je vais vous expliquer pourquoi vous ne comprenez pas. Les Arabes sont musulmans. C'est une révolution de révolte, historiquement. C'est-à-dire qu'ils ne se laissent pas plier. Et ce rapport, j'ai pu le remarquer en France. Nos professeurs préféraient appeler le nègre pour un petit travail, etc. Parce que
En général, c'est d'abord que j'ai vu, hein. Je donne un exemple. Quand je viens faire chirurgie plastique, on me dit non, en fait, vous êtes inscrit, mais vous préparez d'abord un diplôme d'anatomie médico-chirurgicale. Donc, nous sommes une équipe de 4 qui devons préparer notre diplôme. On est tout le temps dans la salle de dissection. Parmi nous, il y avait 2 Français, moi et un Arabe. L'Arabe, il parlait directement au professeur. Il le tutoyait. Tu ne peux pas tout faire. Ça, ce qui est passé à la fin, ça a fait échouer. Mais il savait, mais tenait tête. Sa religion, sa formation me permet de tenir tête. Et donc, je commençais à analyser cela. C'est que les Français ont peur des Arabes. L'Arabe ne plie pas les Chines. Pourquoi ne plie les Chines? C'est le christianisme. J'ai un exemple simple. Comment pouvez-vous, historiquement, vous savez que pendant 4 siècles, on a enchaîné vos parents. On les a martyrisés. Restez enchaînés seulement 24 heures. On vous met dans les bateaux insalubres pour traverser l'Atlantique. Ils sont morts. On les a tués. Pendant que ces gens font tout ce travail, les ancêtres, ils tiennent un livre à la main qui est la Bible. Un livre qui parle d'amour. Ils vous traitent de salauds. Je vais me rappeler des... Nous sommes quand même d'une longue culture Attendez, je vais venir. Est-ce qu'on a perdu ça? Je vais y arriver. Je vais y arriver. Les Noirs ont besoin, en ce moment, d'apprendre. Il faut qu'ils sachent que le 8 juin 1454, c'est le pape qui déclare que les Noirs n'ont pas d'âme. Les Blancs peuvent en faire des esclaves pour aller travailler. Donc le pape autorise l'esclavage. Les Noirs ont besoin de savoir tous ces trucs-là. Quand vous n'avez plus de repères, comment est-ce que je peux dire ça, existentiel, que vous en remettez à repère existentiel de votre oppresseur, n'avez aucun avenir. Aucun avenir. Parce qu'en réalité, mais eux-mêmes le disent, quand les colons arrivent ici, le roi belge déclare qu'ils n'ont pas leur enseigner Dieu, ils connaissent Dieu. Mais pas la force. On parvient donc à nous laver le cerveau, à nous mettre notre Dieu dans la tête. Mais c'est un Dieu de quoi? C'est un Dieu qui nous rend pas actifs, qui nous rend faibles. On dit aux gens, inscrivez-vous dans les partis politiques, on va vous enseigner toutes ces choses, pour vous montrer comment est-ce que vous allez arriver à un stade où vous acceptez tout, vous buvez tout. En réalité, nous sommes inoffensifs face aux Français. C'est pour ça qu'ils nous traitent comme ils nous traitent. Bon. Maintenant, c'est pas tout le monde, hein. Il y a un petit pourcentage, c'est peut-être 10 ou 15% de la population a dit, on n'en veut plus. Ce que nous faisons en ce moment, c'est que ce pourcentage aille en grandissant. Et il viendra un moment où, et ça va être le nombre, hein, il viendra un moment quand ce pourcentage serait important. Nous, à ce moment, nous aurons choisi quelqu'un que nous mettons au pouvoir. Et cette personne sera protégée. Je veux dire que tant que nous ne pouvons pas, dans le pays CFA, nous ne pouvons pas mettre quelqu'un que nous-mêmes avons choisi au pouvoir. Parce qu'en fait, on met une marionnette qui est au service de l'Occident, qui est manipulée, protégée également avec tout ce que l'on fait. Et cette marionnette, lorsqu'elle lève la tête, on l'efface avec quelqu'un d'autre. Et très souvent, on va pas loin. Le maître, il achète ton voisin immédiat. Parce que Sankara est venu avec lui. Et je vais vous dire un truc, que Sankara, à un moment, avait réalisé qu'on le tuerait. Il savait qu'il ne pouvait pas éviter cela. Exactement. Parce que l'autre qu'on avait contacté, on lui avait dit, de toute façon, si tu ne tues pas toi, on te tuera aussi. Est-ce qu'on peut, ouais. Il n'y a pas le choix. On lui dit, tu ne tues pas, on te tue aussi. C'est tout, il n'y a pas le choix. Et Sankara, pour montrer à quel point il était investi dans la révolution, il a prévu ça. Mais il dit qu'il ne recule pas. Donc, tuez-moi, il y aura des dizaines de Sankara. Oui. Il savait. Ça, il savait. Donc, à un moment, nous sommes jeunes, on va y arriver progressivement. Donc, pour en revenir, ça explique pourquoi à un moment nous ne parvenons pas à prendre conscience de qui nous sommes, des enjeux que nous sommes. L'aliénation fait que au moment tu es étranger à toi-même, tu ne connais pas tes intérêts, c'est pas du tout sort. Et tu te mets à adorer ton bourreau. Elle est fondamentale. Parce que explique-moi comment, sans la moindre fierté, tu peux adopter une religion. Des gens qui ont vendu les tiens. Pas des siècles, qui ont colonisé, assassiné, tué. En tenant ce truc en disant que c'est un amour. Mais quand ils vous ont traité, c'est pas c'était d'amour. Et maintenant, c'est l'alliance qui fait que moi, tu penses qu'on t'a traité avec amour. C'est un travail de fou, un travail harassant. C'est même le plus difficile parce que si l'alliance ne tombe pas, le combat fera rarement le jour. Donc, il faut qu'il y ait de plus en plus d'Africains noirs qui se désaliènent.
C'est un peu pour... Bon. Je n'ai pas reconnu la manière dont vous attendiez, mais en fait... C'est tout aussi important, justement, c'est didactique dans ce processus pédagogique pour enseigner et éclairer. Justement, nous sommes dans les éléments d'analyse de cette visite Passion Parfait d'Homme. Le maître, ou alors cette vision de maître, permettez que je, que je modère, le maître n'est plus le maître d'hier. L'est-il encore? Est-ce que la venue de Macron aujourd'hui reste dans les schèmes déjà envisagés par le passé où ils étaient accueillis avec faste et émotion, tout tremblotant, celui qui était alors aux affaires? Est-ce qu'aujourd'hui, cette vision de maître n'est pas un peu désuète, ce n'est complètement tombée? Non, mais... La France est toujours le maître. Non, cette vision ne peut pas être la même. La vision a évidemment changé. Je pense que dans les années 50, même dans les années 60, même moi encore, de ma pleine jeunesse, moi qui suis un quinquin, je me souviens quand je pense que Giscard arrivé au Cameroun, moi j'étais à Douala, on a fait sortir nos parents des maisons pour aller accueillir ce chef d'État qui arrivait et on exigeait que personne ne doit rester dans sa maison. Ça me rappelle un peu l'attitude de l'actuel maire de Yaoundé. Et les gens étaient là comme ça à bord de route pour accueillir, même les pains, Giscard était sorti. Giscard à Idjo, vous vous souvenez? Bon, je crois qu'il y a eu beaucoup d'évolutions. Et j'ai l'impression que de côté de l'Hexagone, c'est comme ça qu'ils appellent le pays, on ne perçoit pas cette mutation profonde qui sont opérées au sein des États qui étaient sous leur domination. Comme nostalgique de ce oui, passé, oui, j'ai un peu comme l'impression, et c'est pour ça que je suis un peu souvent amusé d'entendre quelqu'un comme le président Macron qui dit oui, cette affaire de la France a pris bien la colonisation, moi je n'étais même pas encore né, mais il oublie qu'il est le successeur, l'héritier. C'est un déni méprisant même. Oui, oui. Est-il oublié? Est-ce un oubli? C'est pas un oubli. L'Élysée, la maison qu'il habite, c'est une maison qui a été en réalité conçue par un négrier. Il ne faut pas l'oublier. Oui. Donc, il ne peut pas faire fi de toute cette réalité historique et donner l'impression que lui, il était un homme neuf, je ne sais pas, au service d'une nouvelle dimension. À l'époque de nos parents, à l'époque même récente, là, quand on tue Kadhafi, vous n'avez pas d'IBS avec la consistance que d'IBS a aujourd'hui. Donc, la portée de cette éducation, tout à l'heure, était OK. Parler de l'éducation, oui, l'éducation est là. Elle est vraiment, elle prend de plus en plus de l'ampleur. Si les gens sont sérieux, si les institutions de sondage étaient sérieuses et qu'ils allaient sur le terrain demander aux Camerounais lambda, à ma maman qui vend des tomates, quel est votre avis par rapport à la venue de Macron? Je crois que ces gens-là auraient pu dire à leur président, reste chez toi. Tu n'es pas le bienvenu chez ces gens-là. Parce que les gens prennent conscience de cette réalité-là. Quand vous êtes, on a décrit parmi cette chaîne-là qui continue de nous enlacer, de nous empêcher de décoller cette affaire de France CFA. Quand on vous explique de France CFA aussi brillamment comme Etoke vient d'expliquer la terre à terre, vous comprenez? Mais vous dites, mais c'est pas possible. Mieux, il y a des jeunes comme vous, de votre vague, dont certains ont fait des études d'un certain niveau et de qualité, d'autres qui ont été ailleurs. Après les générations anciennes et celles qui ont suivi celles d'Henriette, des Toquesson, ils ne sont pas allés qu'en France. Hein. C'est ça aujourd'hui la différence. Oui, oui. Ils sont allés dans d'autres univers. États-Unis, Canada, Allemagne, Angleterre, Japon, Inde, un peu partout. Donc ils voient d'autres types de réalités. Moi j'ai des amis qui sont en Australie. Chaque fois quand ils viennent au Cameroun, ils me disent parfait, on est écœurés. Parce qu'il y a un pays qu'on appelle Singapour. Oui. Il y a des pays comme la Malaisie. Il y a des pays comme l'Indonésie. Souvent, nous faisons des petits actes par là. Ils aiment bien aller à Bali, la station balnéaire indonésienne, avant de rejoindre le Cameroun. Ils me disent, mais la vitesse, c'est à une vitesse éclair que ça se développe. Mais quand on vient chez nous, on a comme l'impression que nous sommes dans le cœur des ténèbres. Ils viennent se faire plomber. Ils n'ont pas le quart des ressources naturelles que nous avons. Mais attendez, nous sommes en plein dans un scandale géologique. Je donne souvent cet exemple. L'Afrique, c'est un vrai scandale géologique. Nous sommes tellement riches que je ne peux pas tout dire. C'est un ingénieur sud-africain d'apartheid. Je donne cette information pour ceux qui ne l'avaient pas. Le président Idjo a accueilli des négociations, un back-office, entre des gars de l'Afrique du Sud racistes. Non, et le MPLA. Oui. Et le MPLA, ça s'est passé à Garoua. Je parle du général qui me l'a dit. Oui. Alors,
Non, c'est l'un des ingénieurs qui faisait partie des HOP, n'est-ce pas, des négociateurs sud-africains dans l'Afrique du Sud raciste, dont un blanc, qui voit le Cameroun et il dit à Quito, ces gens-ci ne connaissent pas la vérité. Le golfe de Guinée est tellement riche qu'ils ne peuvent même pas s'imaginer. Il dit l'Afrique est comme ça, il tend sa main. Il dit le golfe de Guinée est ici. Toutes les richesses que nous avons chez nous, donc en bas, au niveau de l'Afrique du Sud, il y a ça au niveau du golfe de Guinée. À la seule différence que chez eux, au niveau du golfe de Guinée, on n'a pas besoin de faire un effort. On ne creuse pas. Même avec la roue, vous pouvez trouver ces richesses-là. Alors que chez nous, là-bas, on est obligé de faire des efforts incroyables, surhumains pour y arriver. Et c'est ça qui expliquait l'attitude de la France. On a parlé de rapport avec l'Algérie. N'oubliez pas. La Cendrillon. Le Cameroun était considéré Cendrillon d'Afrique. L'Algérie va faire le pari. La France va dire faire le pari. Je peux perdre l'Algérie. Alors qu'on vient de découvrir le pétrole en Algérie. Les premiers essais nucléaires pour obtenir la bombe atomique française se sont faits dans le désert algérien. Je peux perdre l'Algérie parce que j'aurai beaucoup plus à gagner au niveau de l'Afrique dite noire. Et c'est pour cela que je ne peux pas me permettre de perdre le Cameroun. J'ai déjà perdu avec les Asiatiques en Indochine. J'ai perdu au Maghreb avec les Algériens, les Marocains, les Tunisiens. Je ne peux pas perdre le Cameroun. Pourquoi? Parce que perdre le Cameroun va déclencher ce qu'on appelle l'effet domino sur l'ensemble des autres pays dits francophones. Et c'est pour cela que vous voyez la hargne avec laquelle la France attaque aujourd'hui au Mali. La France attaque aujourd'hui à la Centrafrique parce que pour eux, ce sont des mauvais élèves qui donnent de très très mauvais exemples à leur toutou qui était bien gentil encore hier. Et Macron ne vient pas au Cameroun. Peut-être qu'il y a des problèmes de succession, il y a des problèmes de se dire il faut qu'on se rabiboche parce qu'il y a notre nourriture et puis les sables pour essayer d'amadouer. Mais il y a aussi la question de la Centrafrique qui est à côté de nous. Le mauvais élève. Surtout que la présence des troupes russes. Tout à l'heure, Arrête venait de vous parler de l'accord militaire que le Cameroun a signé avec la Russie. Ça, en pleine guerre, ça ne fait pas... préciser le contexte justement. Ça ne fait pas... Et c'est un renouvellement des accords, il faut le préciser. Voilà. Que le Cameroun non, nous savons déjà, nous avons des gens dans nos familles qui ont déjà été formés en Russie, des militaires camerounais. J'ai donné cette information plusieurs fois sur ce plateau. Donc des colonels, bon, je ne veux pas citer les noms, mais c'est de qui je parle. Bon, je salue, profite pour saluer, pour dire que nous sommes très avancés dans ces accords de coopération. Pourquoi? Parce que le monde a changé, le monde est divers aujourd'hui. Le monde n'est plus le même, il n'est plus figé. Nous sommes dans un monde qui va plus vers la construction d'un nouveau paradigme avec un soubassement multipolaire. Le monde unipolaire, c'est fini. Vous avez aujourd'hui des pays émergents. Vous avez le Brésil, vous avez la Russie, vous avez la Chine, vous avez l'Inde, même l'Afrique du Sud. Vous avez d'autres comme on ne cite même pas beaucoup, même l'Iran. Ce sont des gens, chacun dans son domaine, qui ont vraiment des know-how extrêmement importants. Comment Maduro a fait pour sortir son pays au Venezuela, de cette crise endémique du logement? Il a fait appel aux Iraniens, qui sont des experts en la matière. Ils ont construit des millions de logements. Ah bon? Oui, en un temps record. Des millions de logements. Et à des prix battant toute concurrence. Voilà. Ici chez nous, regardez dans quel, même des logements. Maman Arrête me parle souvent de ce déficit du point de vue des infrastructures depuis les deux différents gouvernements sous la couverture bienveillante de cette France-là qui nous aime beaucoup. Il y a un problème, mon chéri. Une aide qui ne nous aide pas ne nous sert à rien du tout. Et justement, le b.a.-ba de la souveraineté, c'est de pouvoir marchander avec qui on veut, qui on souhaite. Je voulais juste dire quelque chose sur ce que le docteur a dit. Sur le panafricanisme. Ne vous impatientez pas, cher Simo, je suis à vous. C'est sûr qu'il a un livre en main. Peut-être je ne suis pas ici. C'est sûr qu'il a un livre en main. Quand on me dit que les Français trouvent le panafricanisme ridicule. Idiot. C'est idiot. C'est pire. Nous, on a pensé le panafricanisme dès le début du XXe siècle. Avec les Garvey, les G. Du Bois, la conférence qu'il y a eu en 1945. Non, c'était 55. Il y a eu une conférence où il y avait d'ailleurs Mandela et d'autres, et je crois Nkrumah, qui pensaient déjà à l'unité africaine, dans le sillage de ce que les Marcus Garvey ont dit.
Pendant ce temps, la France n'avait même pas encore le projet d'une Union européenne. Bien sûr. Et d'ailleurs, l'Union européenne est partie du charbon et de l'acier, un petit truc économique. Et c'est après. Nous, on y a pensé politiquement dès la conférence panafricaine de 1945 à Londres. Donc, vraiment, que les ambassadeurs sans culture... Sage, justement, Kwame Nkrumah. Oui, Kwame Nkrumah, qui Mandela aussi a assisté à l'époque. Pour que les petits ambassadeurs viennent nous donner la leçon parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire de leur pays et encore moins l'histoire africaine, je trouve ça scandaleux. Donc je dis à cet ambassadeur que ne tente pas de venir au Cameroun avec des propos comme ça. Et pourtant, je la sais très hospitalière, hein, mais il faut comprendre. Oui, le Cameroun est hospitalier. On va progresser dans notre analyse de cette visite, une visite qui courra du 25 au 27, c'est à partir de demain que le président français Emmanuel Macron est attendu au Cameroun. Docteur, est-ce la continuité ou la rupture des relations jusqu'ici entretenues avec la France? Continuité dans ce paternalisme flagrant? C'est la continuité du néocolonialisme. Le néocolonialisme n'est pas mort. Le néocolonialisme n'est pas mort. Mais il y a des grains de cailloux dans la machine. D'un exemple, la guerre en Ukraine. Faites une analyse. L'enjeu, c'est l'Afrique. Je n'en vois pas le lien. Mais l'enjeu, c'est l'Afrique. En ce moment, les États-Unis, l'Occident, son premier adversaire, c'est la Chine. Bien sûr. La Chine devient progressivement la première puissance économique du monde. Il faut l'affaiblir. La Russie est en train d'entrer en Afrique. De revenir en Afrique. Il faut l'affaiblir. Parce que l'Afrique a tout. Comment affaiblir la Russie et la Chine? On crée, on fait les conditions d'une guerre qui va les affaiblir. C'est exprès, c'est calculé. S'agit de l'Occident, ils savaient qu'en avançant, en voulant mettre l'autre dans l'OTAN, la Russie entrerait en guerre. Ils ont pensé qu'avec cette guerre, ils affaibliraient la Russie. Et, ce même faisant, la Chine, comme ça l'Afrique serait libre pour eux. Parce que le vrai enjeu là, c'est l'Afrique. L'Afrique est le dernier paradis. L'Afrique même ne comprend pas, c'est terrible, hein, les nations. L'Afrique est le dernier paradis. Dans le néocolonialisme, il continue, mais il réalise qu'il y a des vagues. Que si on ne réagit pas les choses, ça va aller dans tous les sens. Macron vient avec un programme bien précis. Quand nous disons qu'il veut s'assurer que son Macabo n'est pas perdu, ne lui échappe pas. Et quand il vient, il y a des axes. Il y a l'axe politique. Il va aborder le problème de la succession. Bon, ça n'engage que moi, j'analyse un peu. Il y a deux choses. On peut demander, tu penses que qui peut venir consulter, qui nous soit favorable. Qui soit favorable, oui. Okay. L'autre peut présenter un cas, il dit non. Eux, ils disent non, c'est pas lui, non, on préfère l'autre. Et quand on a dit ça, c'est des instructions. Ils me font les conditions pour que ça arrive comme ça. C'est un aspect. Il faut que le Camerounais le sache. Un aspect. On est encore dans ce rapport-là? Oui, ils sont dans ce rapport. Je vais vous montrer comment ça fonctionne, le néocolonialisme. Les Blancs, avec un temps d'avance, le néocolonialisme, c'est qu'on arrive à un moment où, et ça explique beaucoup de choses, quand l'aliénation atteint sa phase ultime, ils réalisent qu'ils peuvent partir tout en continuant à rester, à gérer. Bien sûr. Tu allais poser une question. Nous avons une formation à l'école française, etc. Mais nous sommes aliénés. Même quand nous rentrons, nous ne pouvons pas nous opposer aux autorités de la France. Parce que nous sommes aliénés. Ils vont nous former par milliers. Nous rentrons là-bas. Et encore, après que nous sommes aliénés, ceux qui partent là-bas deviennent des nègres de maison. Vous savez que dans l'histoire, les nègres de maison ont toujours combattu. Nègres de champ. Nègres de champ. Donc c'est très huilé, très bien organisé. C'est dans cette même stratégie donc qu'ils viennent. Et ça se passe comment? Tout ça va passer. La masse critique n'est pas encore atteinte, ils le savent. C'est pour ça qu'ils sont capables, si par un coup de malheur, quelqu'un vient. Au Mali, hein, ce gars-là, il déjoue des coups d'État toutes les semaines. La dernière en date, c'est l'attaque de Kati. Oui. Et très souvent, on paye tes propres frères pour sauver à toi.
tes frères aliénés qui n'ont pas compris. Et c'est ça le vrai problème chez nous. C'est-à-dire quelqu'un qui a compris arriverait, on paierait quelqu'un qui n'a pas compris pour le tuer. Parce qu'ils ont encore suffisamment de force. Le contrôle se passe comment? C'est un contrôle, c'est vrai, je dis, avec nous savons que nous avons dû respecter notre armée qui se bat comme il faut pour nous protéger. Et ce respect, nous avons dû respecter l'armée et nous sommes. Mais l'armée est contrôlée par la France. Et il s'appuie pour protéger le pouvoir en place. Ça n'a pas de sens qu'il mette le président en place sans contrôler l'armée. Ça n'a aucun sens, politiquement et stratégiquement. Parce que ce qui fait peur à la population pour se lever, c'est l'armée. Les gens ont déjà perdu tellement d'enfants, tellement de fils que quand vous les dites levez-vous, ils ont peur. Ça peut se comprendre. Donc l'armée est sous contrôle. Ça se passe comme ça. Et à un moment, ils ont leur propre pion dans l'armée. Donc à un moment, on peut dire non, ce gars qui arrive à nous embête, il y a moyen de faire partie. Et l'histoire est jalonnée de cet exemple. Commençons avec Modibo Keïta, le premier qui avait compris que la monnaie ne servait à rien. Il a créé le franc malien. Qu'est-ce qui lui est arrivé après? 2 enfants à destituer. Il n'était plus là. Quand Sankara arrive, il commence, il fait partie. Le Mumba, c'est la même histoire. À un moment, c'est ton propre frère, quelqu'un à qui tu fais confiance, Mobutu remplace Mumba. On sait pas qu'il y avait le Mumba et Mobutu. Il devait penser que c'est Mobutu qui compléterait dans son dos. Donc, pour revenir à la question, c'est que le néocolonialisme est toujours présent. Et il peut partir, c'est tout chez nous. Tous les exemples que vous avez donnés, l'Indochine, la France est partie. Elle ne va plus rester. En Algérie, ils sont partis. Vous parlez de tous les civilisations que vous parlez, c'est des gens qui n'ont pas été acculturés, qui ont gardé leur culture d'origine avec leur religion. Et vous voyez que tous ces peuples-là qui ont gardé leur culture d'origine avec leur religion ont réagi à l'invasion, à la colonisation. Ils sont restés indépendants. Donc émergent. Bizarrement, c'est tous ceux qui ont vécu le martyre de l'esclavage, qui ont été colonisés. Ce déplacement d'Emmanuel Macron en Afrique, le premier depuis sa réélection en avril dernier, a certainement pour enjeu le renforcement du partenariat stratégique avec le continent. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.